Bonjour et bienvenue à la première partie d'un épisode dédié à la panoplie des fusils Vetterli suisses d'infanterie. Je dis première partie puisqu'il y a énormément de choses à raconter et je pensais que c'était plus facile de séparer en deux parties que d'essayer de faire un long métrage pour tout couvrir. Alors, la première partie aujourd'hui sera dédiée à l'histoire, le développement et le fonctionnement mécanique du système. Et dans une deuxième partie, je vais juste un peu parcourir les différentes variantes du fusil d'infanterie, donc pas les mousquetons ni les carabines de cavalerie, et aussi faire un peu de tir avec. Donc si vous aimez juste simplement les parties de tir, ce sera dans la deuxième partie. Je vais aussi diffuser la minute de folie que j'ai fait avec l'un de ceux-ci, juste pour un peu montrer la cadence de tir possible avec ces fusils. Voilà. Alors avant de commencer avec l'historique, j'aimerais quand même très brièvement vous présenter la collection. Donc ici en haut, il s'agit d'un fusil 1869-70. Donc c'est plus ou moins le premier fusil standard distribué aux troupes, donc après les prototypes et les modèles d'essai. Ensuite, dessous ici avec le bois plus pâle, il s'agit d'un modèle 1869-71. Donc c'est en fait une version optimisée du fusil ici en haut. Il y avait certaines choses qui n'étaient plus nécessaires ou qui ne marchaient pas selon les besoins. Ensuite, plus court, ici, nous avons une carabine pour carabinier. Donc comme j'ai dit, légèrement plus court que le fusil d'infanterie. Nous avons ici une double détente, ou Stecher, et aussi une plaque de couche incurvée, pour donner un peu plus de stabilité. Ensuite, nous avons ici mon fusil que j'utilise quotidiennement au stand. Il s'agit d'un modèle 1878. Donc là, nous avons un nouveau type de hausse, un nouveau pontet aussi. Et maintenant, même l'infanterie a le droit à une belle plaque de courche incurvée. Ensuite, nous avons le modèle 1881. Fusil d'infanterie. Donc là, il y a une hausse légèrement modifiée. Sinon, c'est plus ou moins identique au modèle 78. Et en bas, le dernier, il s'agit de la carabine pour carabinier, modèle 1881, qui est identique au fusil, mis à part que nous avons bien sûr le Stecher, très prisé par ces messieurs les carabiniers. Ensuite, j'ai ici une toute petite collection de baïonnettes. Je ne vais pas vraiment plonger en détail au sujet des baïonnettes. Ce n'est pas vraiment mon dada, mais c'est bien d'avoir l'ensemble. Alors, comme toute belle histoire, c'est toujours mieux de commencer tout au début. Alors, retournons au 20 juillet 1866, où un décret de l'Assemblée fédérale décrète que l'armée fédérale, donc l'infanterie et les carabiniers, seront dotés d'un fusil à répétition. Ceci pour l'armée active, donc l'élite, et aussi la réserve. Alors, qu'est-ce qui a motivé la Suisse pour prendre un si grand pas en avant? Donc, on fait une transition de fusil à chargement par la bouche, donc à percussion monocoup, à un fusil à chargement par culasse à répétition. Alors, très simplement, c'est que 15 jours avant ce décret se trouve, ou a lieu, la bataille de Sadowa, qui oppose l'Empire prussien et à l'Empire autrichien, avec une victoire pour la Prusse. Alors bien sûr, cet événement est assez important pour la Suisse, qui a des frontières aux deux empires. Ils ne savent pas si ce conflit va continuer, et il y a un vrai danger que ça va venir sur le territoire helvétique. Donc ça motive quand même pour un renouvellement de l'armement pour la défense de la neutralité. Alors même la Suisse n'a pas pu faire une transition claire et nette entre les armes à percussion et les armes à répétition, ou même à chargement à culasse monocoup. Mais par contre, il y avait un plan très clair et élaboré pour faire une modernisation rapide et progressive. Alors tout a commencé par les carabiniers, qui étaient ceux qui étaient le plus entraînés et qui pouvaient le plus bénéficier des armes de chargement par culasse. Et pour eux, il fut simplement acheté, comme une solution intermédiaire bien sûr, des fusils Peabody, simplement achetés en lot
aux US, déjà en calibre 10,4 x 38 R, donc la percussion annulaire, et pour le reste des troupes, et aussi les carabiniers à la fin, nous avons la transformation des armes de dotation à percussion au système Milbank Armsler, donc aussi au même calibre 10,4, qui était déjà le calibre des projectiles à percussion de toute façon. Alors le décret de juillet 1866 confirme la transition aux armes à répétition, mais la Suisse a déjà son œil sur cette technologie bien avant, et ils étaient parfaitement conscients des développements faits pendant la guerre de sécession aux États-Unis, et ils étaient particulièrement impressionnés par le fusil Henry, donc l'ancêtre des Winchester qu'on connaît aujourd'hui. Et donc ils ont gardé à l'œil les développements du Henry, qui devient donc ensuite la société Winchester. Et dès janvier 1866, donc bien avant la bataille de Sadowa et du décret, ils ont déjà testé ce qui sont en fait des prototypes faits main du système Winchester 1866. Et ils sont tellement impressionnés que, suite au décret, ils proposent plutôt de commander 8000 fusils Winchester pour équiper les carabiniers. C'est toujours eux qui ont la préférence. Ensuite, il y a une petite pause de réflexion et ils se disent, mais en fait, pourquoi s'arrêter simplement aux carabiniers? On pourrait simplement déposer une commande pour 90 à 110 000 fusils, donc pour équiper toute l'armée fédérale d'un coup, on va dire, mais à condition qu'ils puissent être produits en Suisse. Et là, c'est un petit problème, puisque à cette époque, la Suisse n'est pas vraiment un pays industrialisé, c'est plutôt une économie agricole. Donc, il faudrait acheter, pratiquement acheter les usines, mais acheter les machines pour toute la production des fusils aux États-Unis et la faire venir. Alors, à ce stade, il y a deux côtés de l'histoire, US et en Suisse. Du côté suisse, il raconte plutôt que la Suisse a donc proposé ce contrat et que Winchester a dit, ben voilà, on n'est pas vraiment équipé pour la production aux US, encore moins pour pouvoir produire des machines et les exporter. Par contre, on peut vous proposer des fusils Henry, qui n'intéressaient pas la Suisse. Du côté US, il semble indiquer qu'ils ont attendu pour la confirmation de la commande de la Suisse qui n'est jamais venue, puis à la fin ils ont dit allez, on abandonne, on continue notre production domestique. J'ai pas vraiment trouvé de documents qui prouvent l'un ou l'autre, alors qui sait. En fait, donc la fin de l'histoire, c'est que la Suisse dit bon, puisque c'est comme ça, on va adopter une solution domestique. Alors toutes ces dates et tous ces événements, et je n'ai toujours pas mentionné Friedrich Wetterli, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il faisait à cette époque? Eh bien, il travaille déjà chez Sieg, il travaille depuis 1864. À noter d'ailleurs que Sieg n'a pas de fabrication d'armes avant 1860. Et en fait, il fut recruté depuis le Royaume-Uni, où il travaillait déjà dans la production des armes. C'était un monsieur qui voyageait volontiers. Avant ça, il a étudié à Paris, aussi à Saint-Étienne, et il semblait très bien connecté avec les autres armuriers de l'Europe à l'époque. Et en fait, il fut recruté puisque justement, il proposait une optimisation de la production des baïonnettes. Et Sieg a dit super, on va accepter vos recommandations, mais il faut venir travailler sur place. Donc, il est revenu à la patrie. Et donc, il a plus ou moins travaillé dans l'armement toute sa vie. Et le système de culasse à verrou qu'on voit ici est déjà développé vers 1866. Mais le problème qu'il a, c'est la combinaison donc, de la culasse rectiligne à verrou avec le magasin de système et loget du système Henry, voire Winchester. Et il y a une jolie anecdote dans le journal de M. Burnand, qui était directeur de la division d'armement de Sieg à l'époque. Donc c'est lui qui a développé, qui a vu la transition à percussion rayée de la Suisse. Donc pour ses efforts, il fut nommé donc, directeur
de la division d'armement de SIG. Et il note qu'en 1867, tout d'un coup, Vetterli bondit dans son bureau, disant « Eureka, j'ai trouvé !» Et donc cette forme en L, c'est bien sûr la bascule qui, justement, fait la connexion entre le mouvement rectiligne de la culasse avec le mouvement horizontal de l'objet du système de magasin. Petite question que peut-être vous vous posez, c'est comment est-ce que la Suisse s'est permis de plus ou moins grossièrement copier le système de magasin? C'est très simple. En Suisse, il n'y a pas de brevet tel quel avant 1888. Donc, Winchester ne pouvait de toute façon pas protéger cette invention sur le territoire suisse. Donc, SIG pouvait faire comme il voulait, emprunter de droite à gauche, sans avoir de problème juridique. Ceci dit, bien qu'il ait trouvé donc, la combinaison miraculeuse, il n'est pas adopté tout de suite. La Suisse continue à tester d'autres alternatives et c'est assez frustrant pour les militaires. Et d'ailleurs, il y a un autre article dans la revue militaire de octobre 1867 où il y a un officier qui se plaint qu'ils ne savent toujours pas ce qu'ils vont avoir. Est-ce que ça sera un Vetterli? Est-ce que ça sera une Winchester? Ils n'ont toujours pas abandonné apparemment. Ou est-ce que ce sera autre chose? Apparemment, M. Amsler, qui était responsable pour la transformation Milbank Amsler, était très à la mode pour ces messieurs les généraux, directeurs de l'ordonnance, et ainsi de suite. Et il avait plus ou moins carte blanche de décider ce qu'il voulait. Alors, vraiment, ils n'avaient aucune idée dans quelle direction ils iraient. Alors, heureusement, cet officier ne doit patienter que quelques mois, puisque le fusil est formellement approuvé par le Conseil fédéral le 27 février de 1868. Et tout de suite, le gouvernement fait une invitation plutôt, je vais y arriver, aux fabricants de participer à la production des environ 80 000 fusils nécessaires. Mais ce n'est pas si simple que ça, puisque lors des premiers essais de troupes, donc avec vraiment des prototypes, des modèles d'essai, de nombreux défauts apparaissent, des faiblesses, des choses qui ne fonctionnent pas comme ils devraient. Et ces changements s'accumulent. Et ensuite, bien sûr, ça nécessite un changement aux machines pour la production. Il ne faut pas aussi oublier qu'il fallait une étroite collaboration entre Vetterli lui-même, les divers ministères et aussi les divers fabricants qui doivent tous avoir des machines à peu près identiques pour l'interchangeabilité des pièces. Et en fait, tout ça fait en sorte qu'il y a un nouveau modèle qui est approuvé le 1er août 1869, qui est ensuite approuvé par l'armée elle-même que le 30 décembre 1869. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve en mai 1870 avec SIG qui a produit 60 exemplaires. Donc bien sûr, après, la cadence accélère. Le premier fabricant qui se joint à SIG, ce sera Valentin Sauerbray à Bâle. Donc, ça veut dire que fin 1870, nous avons à peu près 2000 exemplaires. Ensuite, fin 1871, nous avons maintenant 7 fabricants qui sont lancés ensemble et nous sommes déjà à peu près 30 000 exemplaires. Alors, comme je viens de dire, en 1871, il y a 7 fabricants déjà lancés pour les armes réglementaires, mais au total, il y en a 10. Donc, je vais juste mentionner les 10 fabricants ainsi que les marquages qu'on trouve typiquement sur le boîtier. Donc, en 1870, nous avons bien sûr SIG, rejoint par Valentin Sauerbray à Bâle. Ensuite, en 1871, nous avons Cordier SI Bellefontaine à Berne. W. von Steiger à Thun. Aucune idée de ce que signifie W, sans doute Walter. Ensuite, Ostschweizerische Buchsenmacher à Saint-Gall. Ensuite, il y a 2 fabricants à Aarau, Richner et Keller. Et ensuite, nous avons Zeughaus Zurich, donc c'est l'arsenal du canton de Zurich, qui ne semble pas avoir de marquage particulier sur le boîtier. Par contre, il y a bien sûr les armes du canton sur le canon. Et ensuite, nous avons le dernier, en 1871, c'est von Erlach à Thun.
Et ensuite, en 1872, nous avons Montierwerkstatt Bern, qui change son nom plus tard à la Waffenfabrik Bern. Et il y en a un autre, qui est Rudolf Feniger à Steffa, au sujet duquel je n'ai rien trouvé. Je sais qu'il existe, mais je ne sais pas quel fusil ils ont fabriqué, ni le nombre. Alors voilà, je pense qu'on a assez raconté sur l'histoire, et je pense que ce serait maintenant temps de plonger dans la technique. Donc je propose d'utiliser ce fusil ici pour vous expliquer le fonctionnement global du fusil Vertali, puisqu'il a justement quelques caractéristiques qui disparaissent plus tard sur les autres modèles. Alors allons-y. Alors voici le fusil démonté. Notez que je ne l'ai pas nettoyé pour le rendre à son état poli blanc. Ces vieux fusils ont maintenant une très jolie patine, et il y a parfois de la graisse incrustée, comme on voit ici. Mais je ne veux pas risquer d'enlever cette jolie patine, donc tant qu'il n'y a pas de rouille, je le laisse tel quel, je le laisse graisser, et puis tant que le fonctionnement n'est pas affecté, je le laisse tel quel. Alors on va commencer par le magasin qui est contenu entièrement dans le fût, ici. Donc au lieu d'avoir simplement un canal percé dans le bois, nous avons aussi un tube en laiton qui fait toute la longueur à l'intérieur. À l'intérieur de ce tube, nous avons bien sûr un ressort, nous avons le poussoir ici, et une bague qui est vissée à l'extrémité. Donc cette bague limite le saillie du poussoir, qui est assez important pour, premièrement, pour pas que le poussoir vienne bloquer le mécanisme une fois la dernière cartouche poussée, et aussi ça permet d'alimenter la dernière cartouche à la bonne longueur à l'intérieur de l'objet, ce qui est assez critique plus tard. Alors c'est assez important qu'ils aient choisi dès le début d'avoir ce tube à l'intérieur du bois, puisque justement ça isole la colonne de cartouche et aussi le poussoir des effets de l'humidité qui peut bien sûr faire travailler le bois. Donc j'ai eu cette situation avec mon Lebel. Sans doute une augmentation d'humidité a fait en tel quel que mon poussoir s'est coincé quelque part au milieu ici, et c'est la galère pour le libérer. Donc ici nous avons donc le tout isolé dans ce tube en laiton, et donc il n'y a pas de risque. Alors passons maintenant à l'ensemble canon-boîtier. Concernant le canon, il n'y a pas grand chose à dire. Concernant la hausse, on y passera quand on discutera des différents modèles, puisqu'ils vont changer. Alors le boîtier est usiné dans la masse. Nous avons ici à l'arrière deux bras pour fixer la crosse. Donc ça permet une fixation très, très stable, donc ça pince le poignet de la crosse ici, et aussi les deux bras, les deux branches, si on veut, abritent le mécanisme de détente qui est très rudimentaire mais suffisant. Alors, concernant le corps du boîtier, nous avons une partie supérieure pour abriter la culasse. Nous avons bien sûr une fenêtre ici pour l'objet. Nous avons aussi cette clé ici, ce coin. Alors celui-ci est premièrement captif, comme ça on ne peut pas le perdre. Et aussi, il a deux fonctions. Premièrement, c'est une butée lors de l'ouverture de la culasse. Et deuxièmement, ça pilote le verrouillage de la culasse. Donc ça autorise la fermeture, le verrouillage des tenons que lorsque la culasse est complètement en avant. Donc c'est une sécurité en fait. Ensuite derrière, nous avons deux tenons symétriques. Donc là on dirait que ce sont des pièces rapportées, mais c'est intégral, je vous le garantis. Alors si je les éclaire un peu, on note que ce sont des surfaces parallèles, des surfaces de verrouillage. Donc il n'y a pas de surface de cam comme par exemple sur un MAS 36. Donc lors du verrouillage, les tenons vont simplement tourner parallèles aux surfaces de verrouillage ici. Ensuite, la partie inférieure est plus ou moins un rectangle. Encore une fois, nous avons l'ouverture pour l'objet. Et aussi ici à l'arrière, nous avons
un espace pour contenir la bascule qui va commander l'objet. Il y a aussi bien sûr une ouverture pour l'alimentation. Ici, il n'y a pas de système de King's Gate comme sur la Winchester, mais nous avons ce cache, un peu très rudimentaire, qui est vissé ici sur le boîtier et qui est, on va dire, retenu grâce à cette fraisure ici sur la paroi du boîtier dans une position fermée. Donc c'est simplement retenu par la tension de cette pièce qui est en acier. Ensuite, de l'autre côté, la pièce absente ici est l'interrupteur de magasin. Alors celui-ci, je vais l'expliquer une fois qu'il sera en place, parce que c'est beaucoup plus simple de vous montrer que de l'expliquer. Et sinon, bien sûr, nous avons l'ouverture devant pour le poussoir du magasin. Alors voici l'interrupteur à nouveau monté sur le boîtier. Alors il s'agit simplement d'une lame en acier de ressort. Et il y a deux trous-bornes que vous avez vus sur la paroi ici qui indexent l'interrupteur soit en position basse, donc non active, et active en position haute. La petite pièce rivetée ici est une petite patte qui traverse la paroi et on la voit ici au fond. Donc là en position basse, pardon, c'est la position haute, et là la position basse et haute. On n'a pas beaucoup de différence, mais c'est important. Alors lorsqu'il y a des cartouches dans le magasin, là en position basse, ça n'a aucun effet. Par contre, en position haute, ça retient tout juste le bourrelet. Je dis tout juste, hein, dans le pinceau, il y a peut-être 1 mm de saillie pour justement bloquer l'alimentation depuis le magasin. Alors quand on regarde la qualité des pièces et comment elles sont intégrées dans le système, pour moi c'est clair que c'était des éléments qui ont été inclus vraiment pour faire plaisir à quelqu'un. Donc Vetterli a fait absolument le minimum nécessaire pour satisfaire le cahier de charge concernant ces deux pièces. Alors maintenant passons à l'objet. Donc je vais vous montrer bien sûr monté sur le fusil, mais je voulais vous montrer la pièce telle quelle puisque c'est vraiment une merveille d'usinage de l'époque. Ça ressemble bien sûr de très près à celui de la Winchester 1866, mais il y a quand même quelques différences. Notez par exemple les fraisures ici de chaque côté, donc ce n'est pas simplement esthétique. En fait, ça veut dire qu'il y a seulement 4 points de contact avec les parois intérieures du boîtier. Donc ici et ici. Donc ça réduit les frottements lors du glissement, du coulissement vertical de la pièce. Nous avons aussi devant cette surface inclinée. Donc ce n'est pas une coïncidence. En fait, c'est nécessaire puisque ça va repousser le poussoir ou éventuellement une cartouche encore dans le chargeur lors du cheminement de la pièce. Sinon, ça coincerait. Donc la surface, l'ouverture ici en bas, c'est pour accueillir le bras inférieur de la fameuse bascule. Donc c'est monté comme ceci. La bascule a deux positions c'est un système bistable. Première position élevée, deuxième position baissée. Donc l'objet transitionne entre ces deux positions grâce à cette bascule. Et cette bascule est commandée elle-même par cette encoche ici dans la surface inférieure du corps de culasse. Donc nous avons deux surfaces de butée, ici en avant et en arrière. Donc lors de l'ouverture de la culasse, il y a la butée avant qui va soulever l'objet, et une fois
la culasse fermée, le tout baisse à nouveau. Comme ceci. Donc, notez que le pivot est monté intégral sur cette pièce de pontet. Plus tard, les deux pièces sont séparées, simplement pour simplifier le démontage. Alors, ensuite, nous avons, si on retourne à l'objet, cette ouverture circulaire ici. Ça, c'est bien sûr pour pouvoir, dans une direction, alimenter le magasin, et dans l'autre direction, le magasin va alimenter l'objet. Et la surface supérieure ici est pour guider l'éjection des étuis ou des cartouches. Donc bien sûr, le crochet de l'extracteur va tirer la cartouche. Elle est guidée par ces deux surfaces ici. Et ensuite, le bourrelet va rentrer dans ces deux creusures ici. Et si on fait ça avec un mouvement assez viril, en fait, ces deux creusures font en sorte que l'étui bascule vers l'arrière. Et ceci, combiné avec le mouvement vertical de l'objet, va éjecter bien franchement l'étui ou la cartouche. Alors l'objet est en place, là on peut charger quelques cartouches de manipulation. Voilà. Alors à première vue c'est un peu bizarre de voir presque la moitié de la cartouche ici à l'arrière, mais en fait elle est maintenue sous pression, puisque nous avons la colonne de cartouche, ou si c'est la dernière, le poussoir qui la pousse contre cette paroi ici à l'arrière du boîtier. Donc il faudrait vraiment il faut une manipulation assez spéciale pour pouvoir sortir une cartouche. Et c'est pour ça que ce cache ici a été éliminé assez rapidement. Donc on s'aperçoit ici quand on regarde dessus que le bourrelet de la cartouche suivante fait saillie dans le puits ici. Mais ce n'est pas un problème. Si vous vous souvenez, il y avait cette surface inclinée à l'avant de l'objet. Donc ça veut dire que quand je fais monter l'objet, ça va repousser la cartouche qui faisait saillie. Là, on voit qu'elle a disparu à l'intérieur du magasin. Alors maintenant, on peut alimenter la chambre. Là, à ce moment-là, je vais faire basculer la bascule pour que l'objet redescende. Voilà, et on a aussi entendu la cartouche suivante qui a été alimentée. Alors là, pour l'extraction, je vais juste lâcher le percuteur, puisque ces cartouches imprimées n'aiment pas du tout la percussion de percuteur lunaire, ça brise de bourrelet. Alors, si on fait l'extraction très lentement, ce qui se passe, on voit la griffe a bien pris le bourrelet, la cartouche chemine sur la surface supérieure de l'objet jusqu'aux deux creusures à l'arrière, si vous vous souvenez. Donc ça veut dire que la griffe a relâché le bourrelet, mais ce n'est pas un problème. Si on continue à tirer la culasse en arrière, l'objet va simplement se soulever et éjecter l'étui ou la cartouche. Alors, je vais faire ça une fois de plus, mais rapidement, montrer comment ça devrait marcher. Là, on voit bien d'ailleurs l'action d'armement du percuteur. Voilà. Donc quand on tire normalement bien rapidement avec assez de force. On voit l'étui disparaît, bascule bien et disparaît vers l'arrière. Alors une chose que je ne vais pas montrer concernant l'interrupteur, puisque l'objet n'était pas dedans, mais si on regarde dessous, il y a ce petit découpage ici, qui est absolument normal. Ce n'est pas de l'usure ou une modification autre. Il s'agit simplement d'un petit espace pour la patte ici, de l'interrupteur, pour que lorsque l'objet chemine, il ne bloque pas la patte et vice versa.
Voilà, nous en sommes maintenant à la culasse, un élément assez compliqué, mais je suis sûr qu'on va se débrouiller. Alors, le premier élément est le corps de la culasse, qui est un élément généralement cylindrique. Une chose à retenir est cette bague ici. Notez que elle n'est pas symétrique. En fait, la surface arrière ici forme une rampe progressive. Donc si on regarde de ce côté, on voit le commencement ici est plus bas que ce côté ici. Donc ce sera quelque chose à retenir. Nous avons aussi la noix, qui est en fait composée de deux éléments. Je crois que vous pouvez le voir à la lumière ici. Nous avons un anneau à l'extérieur avec la poignée. Et ensuite, nous avons ce canon ici, on va l'appeler, à l'intérieur, qui a les tenons de verrouillage. À noter que les surfaces des tenons sont parallèles au reste, donc il n'y a pas d'action de cam avec les surfaces de verrouillage ici à l'arrière du boîtier. Donc il n'y a pas d'extraction primaire lors du déverrouillage. À l'arrière ici, nous avons deux rampes pour l'armement du percuteur. Alors, le percuteur lui-même est composé de deux éléments. Nous avons cette tige et ensuite cette fourche à l'avant. Alors, elle est composée de deux éléments, premièrement parce que ce serait extrêmement difficile d'usiner une telle pièce. Deuxièmement, il faut que ce soit deux éléments séparés pour pouvoir le monter dans la culasse. Et cette fourche est aussi nécessaire puisque nous sommes bien sûr tout au début de la technologie de fabrication de cartouches métalliques. Celle-ci est une cartouche à percussion annulaire et la fiabilité n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, donc pourquoi pas frapper deux fois plutôt qu'une pour assurer une bonne mise à feu. On voit par exemple ici les traces de percussion. Ensuite nous avons la lame de l'extracteur, donc nous avons la griffe ici à l'avant qui va extraire la cartouche, mais cette pièce fait encore beaucoup plus. Avant que je dise quoi que ce soit, je dois stresser que cette pièce est extrêmement fragile. Alors, heureusement, quand il faut la monter ou la démonter, nous n'avons pas besoin de soulever le bec. Donc il faut simplement l'insérer dans sa cannelure ici, appuyer doucement et le pousser vers l'avant. Vous avez entendu, ça clique. Voilà, il est en place. Donc, quand vous voulez l'enlever, s'il vous plaît, n'appuyez pas vers le haut parce que ça va se briser net ici comme un morceau de spaghetti. Il faut simplement pousser à l'arrière et le faire sortir, le pousser doucement vers l'arrière et à nouveau en avant, clic vers l'avant. Parce que c'est une pièce extrêmement difficile à trouver une fois qu'elle est cassée. Alors, nous avons donc la griffe. À l'arrière de la griffe, nous avons cette surface de butée ici. Ça va buter contre le coin ici à l'arrière, quand la culasse est ouverte, pour limiter son mouvement à l'arrière. Notez aussi cette rampe à l'arrière et cette petite languette. Donc, cette languette ici va rentrer dans cette creusure qu'on voit ici à l'intérieur de la noix. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, je vais juste monter de tout. Donc on met l'extracteur. Place. Ensuite la fourche. Je trouve que sur chaque modèle ça rentre mieux d'un côté que de l'autre, bien que je distingue pas vraiment d'asymétrie. Mais c'est comme ça. Ensuite la noix. Alors, pour l'assemblage, je recommande que le levier soit en position baissée, donc plus ou moins parallèle aux surfaces planes ici. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on peut insérer la tige complètement. Et ce sera plus facile ensuite de monter le ressort et le bouchon de culasse.
Donc on voit ici que c'est un armement lors de l'ouverture de la culasse. Autre chose à noter que j'ai oublié, d'ailleurs, c'est cette surface, cette rampe ici à l'avant, donc qui va interagir avec la rampe ici que j'ai mentionnée tout au début. Et pareil, on y arrivera. Alors, on continue. Le percuteur ici à l'arrière. Donc voici le ressort de percussion massif, très robuste. Donc bien sûr ça assure une très bonne frappe sur le bourrelet de la cartouche, mais il y a aussi une deuxième fonction. On y arrive. Alors pour solidariser le tout, il y a ce bouchon de culasse qui est vissé sur le corps. Très important. Qu'est-ce que cela signifie? On va juste le visser un tout petit peu, sinon ça va devenir trop dur. Ce que cela signifie, c'est que en fait, les tenons et donc le levier sont mobiles sur le corps de culasse. Ce qui est assez bizarre, mais il y a des bonnes raisons. Alors nous sommes maintenant dans une position verrouillée, on va dire, dans la culasse, si on imagine. Alors lors de l'ouverture, si j'ai réussi, c'est dur. Clac. Vous avez entendu ce clac? Ça, c'était la petite languette qui est rentrée dans la creusure à l'intérieur, sous ce tenon ici. Donc dans cette position, en fait, les deux pièces sont solidarisées en rotation. Donc là, on peut ouvrir la culasse. Elle va aller en arrière jusqu'à venir en butée contre le coin. L'objet va faire ce qu'il a à faire. Et ensuite, lorsqu'on avance la culasse, le coin va à nouveau cheminer le long de la lame d'extracteur jusqu'à ce que la culasse soit en batterie. Et à ce moment-là, il y a suffisamment de pression ici à l'arrière que la languette peut sortir de la creusure sous ce tenon ici et autoriser la rotation et donc le verrouillage de la culasse. Donc c'est un système de sécurité assez ingénieux. Alors il me reste une chose à expliquer concernant la culasse. J'ai mentionné lorsqu'on a fait le démontage, ou plutôt le remontage, que les surfaces de verrouillage dans le boîtier et les tenons ont des surfaces qui interagissent perpendiculaires, dans un plan perpendiculaire au canon. Donc lors de la rotation, il n'y a pas d'action de cam axiale. Mais ce que j'ai découvert, c'est que en fait, il y a quand même une extraction primaire qui est en fait actionnée par le ressort. Alors, c'est assez compliqué, mais je m'explique. Si vous vous souvenez, j'ai mentionné qu'il y avait une surface, une rampe sur cette bague ici, qui fait partie du corps de culasse, et il y a une surface correspondante ici à l'avant de la noix. Donc ces rampes sont correspondantes, et ça veut dire que dans cet état ici, les deux pièces sont rapprochées l'une à l'autre. Par contre, lors de la rotation de la culasse, la rampe de la noix tourne par rapport à la rampe du corps, et en fait les deux pièces s'éloignent très légèrement. Dans la situation actuelle, ce sera la noix qui va bouger par rapport au corps de culasse. Par contre, dans la situation où la culasse est dans le boîtier, c'est l'inverse, puisque bien sûr, la noix est verrouillée grâce au tenon. Donc, dans cette position ici, les deux rampes vont se rapprocher, mais comme la noix ne peut pas bouger, le corps de culasse va s'avancer. Donc il y a un petit mouvement vers l'avant, juste à la fin, une fois que la culasse est en batterie, qui va forcer la cartouche à l'intérieur, le dernier millimètre. Et inversement, lorsqu'on ouvre la culasse, donc on déverrouille la noix, elle ne peut pas bouger,
les surfaces de rampe s'éloignent. Ça veut dire que le corps de culasse fait un petit mouvement vers l'arrière. Donc je peux vous le montrer, simplement en traçant une ligne sur la griffe. Donc on voit, ici il est parfaitement aligné avec le tonnerre. Alors maintenant, je vais ouvrir la culasse, mais pas la déverrouiller complètement. Voilà. Donc elle est encore verrouillée, mais là on voit qu'il y a 1 mm à peu près de mouvement vers l'arrière, et c'est suffisant pour donner une extraction primaire. Donc, ensuite on peut finir de déverrouiller et actionner la culasse. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est quand même une extraction assez puissante, puisque le ressort est déjà armé lors de l'ouverture. Donc comme ceci, donc le ressort est déjà sous pression. À l'avant, il pousse contre le percuteur, qui lui peut aller nulle part, puisqu'il est maintenu par la noix. Donc il y a l'unique pression est sur le bouchon de culasse qui est sur le corps. Donc bien que le mouvement est, comme je dis, à peu près 1 mm, il y a beaucoup de force derrière. Donc, et c'est certainement suffisant pour ces petits étuis assez légers en cuivre. Alors, j'espère que vous avez pu suivre mon explication de ce système d'extraction primaire. Il m'a fallu énormément de temps pour comprendre la fonction de ces deux surfaces de rampe ici, puisque devait y avoir une raison pourquoi ils se sont donné la peine de les usiner comme ça, parce que c'est pas facile, et la littérature n'indique rien concernant ces deux surfaces. Alors, avant de vous quitter, il y avait juste une chose que je voulais adresser, et c'était l'origine de cette culasse. Pour le magasin, tout est dit, mais si on regarde les articles, même le livre sur le Wetterli en allemand dit tout simplement en fait c'est une combinaison du système Kalischer et du système Dreiser. Pour moi c'est une combinaison un peu trop facile et je ne vois pas vraiment le rapport avec la culasse Wetterli. Alors si on commence avec le système Kalischer, que va apparaître sur l'écran ici, il s'agit d'une carabine qui est encore à percussion, mais à chargement par culasse. Donc nous avons une culasse rotative à verrou, avec deux tenons qu'on voit, qui vont bien sûr se verrouiller à l'intérieur du boîtier. Et nous avons un levier articulé qui ensuite vient, de façon très ingénieuse, fermer l'ouverture de chargement. Donc on peut dire, voilà, il y a une culasse, il y a deux tenons, donc forcément, ça a inspiré Wetterli. J'ai une autre proposition, et surtout quand on considère que Wetterli a travaillé et étudié à Paris et à Saint-Étienne, où il y avait aussi Alphonse Chassepeau. Donc je suis presque convaincu qu'ils étaient au moins en communication, puisque si on regarde les modèles 1858 et 1862 de Chassepeau, donc ce sont ces carabines à percussion à chargement par culasse. On voit ici la culasse avec deux gros tenons rectangulaires à l'arrière, et puis aussi si on regarde l'arrière du boîtier, ça ressemble quand même étonnamment au système Wetterli. Et concernant le Dreiser, donc qu'on a ici, je suis désolé, mais je ne vois aucun rapport avec le système Wetterli, mis à part qu'il y a un percuteur lancé interne, mais en soi, ceci commence déjà à apparaître au début on va dire des années 1860, donc ce n'est pas exceptionnel en soi. Et puis sinon, le verrou, c'est aussi pas exceptionnel à l'époque où Wetterli aurait développé sa culasse. Je pense que ça a été quelque chose qui fut écrit une fois dans un article et ça a été repris sans vraiment de considération au-delà. Bien sûr,
c'est une simple hypothèse, je ne pourrais pas le prouver. Malheureusement, lors du décès de Vetterli, je crois en 1882, je crois, sa veuve, qui était anglaise, a pris toutes ses correspondances, toutes ses notes et est retournée en Grande-Bretagne, et puis ils ont disparu. Peut-être, on peut espérer qu'ils les ont gardés dans des archives quelque part, mais on ne sait pas. Donc, je pense que ça va suffire pour la première partie. Pour la deuxième partie, je vous propose de parcourir les différents fusils d'infanterie. Aussi, on va parler un peu des munitions. Et puis, je vais essayer de trouver un peu de tir pour vous montrer un peu le système au stand. Donc, merci pour votre patience. J'espère que vous avez compris quelque chose et je vous revois, j'espère, pour la deuxième partie.